La réponse n'était pas pour la dynastie la plus puissante de la Terre. Pourtant son emprise sur la vie semblait aussi fragile qu'une chandelle vacillante. On murmurait des malédictions et des châtiments divins, mais la réponse n'était pas surnaturelle. C'était un fait biologique simple et horrifiant, caché dans l'arbre généalogique royal, visible de tous. Un fait défini par une seule relation dévastatrice. Le père du garçon était aussi l'oncle de sa mère. Mais comment le destin d'un empire mondial est-il venu reposer sur les épaules d'un enfant si génétiquement brisé qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il survive à la nuit? Pour comprendre cette tragédie royale, nous devons démêler l'arbre généalogique des Habsbourg, un document doré de pouvoir qui, à chaque génération, devenait une carte de sa propre autodestruction. Mais commençons d'abord par le moment qui a scellé le sort de l'Europe, lorsque Philippe IV a regardé sa propre nièce et a pensé « l'épouse parfaite ». L'année était 1649 et la cour royale espagnole se préparait pour ce qu'ils appelaient l'union la plus bénie de la chrétienté. La mariée, Mariana d'Autriche, avait 14 ans, tremblante dans une robe qui pesait plus qu'elle. Le marié, Philippe IV, était son oncle, le frère de sa mère, et à 44 ans, il avait déjà enterré sa première épouse et la plupart de ses enfants. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ce n'était pas un dernier recours désespéré. C'était le plan depuis le début. La cérémonie de mariage au Palais Royal de Madrid était un spectacle de déni, enveloppé de soie et d'or. 7000 chandelles illuminaient des tapisseries représentant les mariages précédents des Habsbourg. Oncle à nièce, cousin germain à cousin germain, double cousin germain entre eux. L'archevêque de Tolède bénit l'union avec une dispense papale spéciale qui disait essentiellement « Dieu approuve totalement que vous épousiez vos proches, tant que vous êtes royal. » L'ironie, l'Église, qui brûlait des paysans vivants pour adultère, sanctifiait littéralement l'inceste avec de l'eau bénite et de l'encens. Mais voici où cela devient vraiment troublant. Une analyse génétique moderne révèle que Philippe et Mariana partageaient plus d'ADN que la plupart des relations parents-enfants. Ils n'étaient pas seulement oncles et des nièces. Ils étaient le produit de générations de consanguinité qui avaient déjà réduit le patrimoine génétique des Habsbourg à une flaque génétique. Les parents de Philippe étaient cousins germains. Les parents de Mariana étaient cousins germains. Leurs grands-parents étaient également apparentés. En remontant seulement 4 générations, les mêmes personnes apparaissaient plusieurs fois dans les 2 arbres généalogiques. Imaginez si votre réunion de famille n'était composée que de vous, de vos parents et d'un miroir. C'est essentiellement ce que les Habsbourg avaient créé, la partie vraiment malsaine. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. La dynastie des Habsbourg avait transformé la consanguinité en politique officielle. Ils appelaient cela « maintenir la pureté du sang ». Mais ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'était garder l'argent et le pouvoir dans la famille. Littéralement. Chaque mariage était un calcul politique où la santé génétique n'était même pas prise en considération. Philippe II avait épousé sa nièce. Philippe III avait épousé sa cousine germaine. Maintenant, Philippe IV épousait sa nièce. C'était systématique, intentionnel et béni par toutes les institutions qui comptaient. Les médecins de la cour, qui auraient pu avertir des dangers, étaient dépayés pour se taire. Les responsables religieux, qui auraient dû s'opposer, délivraient les dispenses. Les courtisans, témoins de la destruction génétique, étaient trop occupés à planifier leur propre mariage entre cousins, pour grimper l'échelle sociale. Les précédents mariages oncle-nièce des Habsbourg avaient déjà donné des signaux d'alarme que tout le monde ignorait. Le mariage de Philippe II avec sa nièce Anna
avait donné 5 enfants, dont un seul avait survécu jusqu'à l'âge adulte. Ce survivant, Philippe III, était faible, indécis, et montrait des signes clairs de compromis génétique. Son fils, Philippe IV, avait déjà perdu la plupart de ses enfants à cause de maladies mystérieuses que nous savons maintenant être des troubles génétiques. Mais, au lieu de reconnaître le schéma, les Habsbourg ont redoublé d'efforts. Ils n'ignoraient pas seulement les preuves. Ils créaient activement une catastrophe génétique à chaque nouvelle génération. Vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. La nuit de noces elle-même est devenue telle une affaire d'État. Les protocoles de la Cour exigeaient des témoins pour garantir la consommation. Imaginez des fonctionnaires du gouvernement, littéralement, en train de programmer et de superviser la création d'une catastrophe génétique. Mariana, âgée de 14 ans, qui avait été élevée depuis sa naissance pour croire qu'épouser son oncle était son destin divin, devait accomplir son devoir royal en sachant que la moitié de la cour écoutait derrière la porte. 9 mois plus tard, elle donnerait naissance au premier de nombreux enfants génétiquement compromis. Mais l'un de ces enfants deviendrait le symbole ultime de ce qui se passe lorsque le pouvoir s'unit à lui-même. Charles II, le roi qui n'aurait pas dû exister. Imaginez si, aujourd'hui, les royaux annonçaient que le prince William épousait sa nièce pour préserver la pureté de la lignée. L'indignation internationale serait immédiate. L'ONU interviendrait, les généticiens tiendraient des conférences de presse d'urgence, les services d'appart de protection de l'enfance défonceraient les portes des palais. Mais, en 1649, ils ont organisé une fête qui a duré 3 semaines. Les nobles de toute l'Europe envoyaient des félicitations. Les poètes écrivaient des sonnets sur l'amour pur entre oncle et nièce. Les artistes peignaient des portraits qui évitaient soigneusement de montrer la réalité génétique déjà visible dans la mâchoire déformée et les yeux exorbités de Philippe. L'Empire, qui contrôlait la moitié du monde connu, s'éteignait littéralement par reproduction. Et tout le monde prétendait que c'était le plan de Dieu. Mais l'horreur véritable n'était pas le mariage. C'était ce qui en est sorti, 12 ans plus tard. Le 6 novembre de 1661, les cris de la reine Mariana résonnaient dans l'Alcazar royal. Mais ce n'étaient pas les douleurs de l'accouchement qui terrifiaient les sages-femmes. La naissance d'un héritier royal aurait dû être un moment de célébration. Les canons étaient bien chargés, prêts à annoncer l'arrivée d'un futur roi. Les musiciens de la cour avaient préparé des fanfares triomphales. Les nobles avaient voyagé de tout l'Empire pour assister à l'histoire. Mais lorsque Charles est enfin né, après 2 jours de travail agonisant, la sage-femme principale a fait quelque chose qui hantrait la cour pendant des décennies. Elle n'a pas souri. Au lieu de cela, elle a rapidement enveloppé le bébé, les mains tremblantes, et a murmuré quelque chose au médecin présent, qui l'a fait pâlir visiblement. Le premier signe que quelque chose n'allait pas de manière catastrophique était le silence. Les bébés en bonne santé pleurent. C'est ainsi qu'on sait que leurs poumons fonctionnent. Charles ne pleurait pas. Il ne pouvait pas pleurer. Sa langue était si grande qu'elle remplissait toute sa bouche, rendant les sons normaux impossibles. La partie vraiment troublante était sa tête, massive, déformée, avec une mâchoire si mal formée qu'elle ne s'alignait pas avec le reste de son crâne. Ses yeux étaient exorbités dans des directions différentes. Mais attendez, ça empire. Les notes privées du médecin, découvertes des siècles plus tard, décrivaient une créature qui ressemblait à peine à un nourrisson humain. Ce n'étaient pas les mots d'un observateur cruel. C'était l'opinion médicale professionnelle d'un médecin qui avait accouché des centaines de bébés royaux. La réaction immédiate de la cour révélait la psychologie horrifiante de l'illusion royale. Au lieu de reconnaître la catastrophe génétique évidente,
ils ont lancé une campagne de propagande qui rendrait les spin doctors modernes jaloux. L'annonce officielle déclarait le prince robuste et parfait à tous égards. Les courtisans qui avaient aperçu la réalité étaient tenus au secret, sous peine d'exil. Des artistes furent nous chargés de créer des portraits idéalisés d'un magnifique bébé, qui ne ressemblait en rien à l'enfant réel, luttant pour respirer dans la nurserie royale. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La dissimulation a commencé littéralement dès le moment de la naissance. La sage-femme qui avait tenu Charles en premier a plus tard brisé son silence dans une confession sur son lit de mort. Elle a décrit avoir essayé de dégager les voies respiratoires du bébé, mais avoir trouvé sa langue comme un morceau de viande trop grand pour son enveloppe. Sa mâchoire inférieure dépassait tellement la supérieure que sa bouche ne pouvait pas se fermer. La salive s'accumulait et coulait constamment parce qu'il ne pouvait pas avaler normalement. La tête surdimensionnée qui avait rendu l'accouchement si difficile montrait des signes clairs d'hydrocéphalie. Mais le détail le plus troublant, son corps était couvert de lésions et d'éruptions cutanées qui ne guérissaient pas. Son système immunitaire était si compromis par des générations de consanguinité que même sa propre peau le trahissait. Les analystes médicales modernes suggèrent que Charles souffrait de ce que nous appelons aujourd'hui le syndrome des Habsbourg, un ensemble de troubles génétiques si graves qu'ils sont généralement incompatibles avec la vie. Les experts médicaux comprennent aujourd'hui exactement pourquoi une consanguinité sévère provoque de telles déformations. Lorsque des personnes étroitement apparentées se reproduisent, les troubles génétiques récessifs qui resteraient normalement cachés se doublent. C'est comme photocopier une photocopie. Chaque génération perd en qualité jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une chose à peine reconnaissable. Les Habsbourg avaient photocopié eux-mêmes si longtemps que Charles représentait la copie ultime dégradée. Son génome était si compromis que les généticiens estiment que son coefficient de consanguinité était supérieur à celui des enfants issus d'un inceste entre frères et sœurs. La probabilité mathématique qu'un enfant survive avec son niveau de chevauchement génétique était inférieure à 50%. Pourtant, incroyablement, il a vécu. La cour espagnole avait déjà géré des naissances royales déformées, mais jamais à ce point. Les enfants précédents de Philippe IV avec sa première épouse avaient montré des signes de compromis génétique. Tête hypertrophiée, constitution faible, décès précoce. Mais Charles représentait un nouveau niveau de désastre biologique. Les médecins de la cour, liés par serment à la couronne, proclamaient publiquement que le prince était en bonne santé tout en documentant en privé des symptômes qui terrifieraient les médecins modernes. Ils notaient son incapacité à réguler sa température, des infections constantes, des crises qui ont commencé dès les premiers jours de sa vie, et un système digestif si mal formé qu'il ne pouvait pas traiter la nourriture normalement. La partie vraiment malsaine, tout le monde savait pourquoi cela arrivait, mais le système exigeait qu'il prétende le contraire. Aujourd'hui, un bébé né avec ces déformations recevrait une intervention médicale immédiate. Un conseil génétique empêcherait de telles naissances. Les services de protection de l'enfance enquêteraient sur toute famille, tentant de normaliser une consanguinité aussi extrême. En 1661, ils l'enveloppaient dans de la soie et prétendant que Dieu les avait bénis avec la perfection. Les canons tiraient pour annoncer la naissance d'un prince. Des Te Deum étaient chantés dans les églises à travers l'Empire. Des pièces de monnaie étaient frappées avec des images idéalisées d'un bébé en bonne santé. Pendant ce temps, dans la nurserie royale, une équipe de nourrices luttait pour maintenir en vie un enfant dont le propre corps le trahissait de l'intérieur. L'Empire espagnol avait produit son héritier, un symbole vivant de ce qui se passe
lorsque le pouvoir corrompt même les lois fondamentales de la biologie. Mais cacher un bébé déformé est une chose. Cacher un roi déformé est une impossibilité qu'un empire entier tenterait quand même. À 5 ans, alors que la plupart des enfants royaux apprenaient à monter à cheval et à manier l'épée, Charles II apprenait encore à marcher, et il échouait. Les chroniques de la cour, expurgées pour la consommation publique, parlaient de la nature réfléchie et de la dignité tranquille du jeune prince. La réalité était un enfant piégé dans un corps qui refusait de fonctionner. Ses jambes, faibles et mal formées par des défauts génétiques, ne pouvaient ne pas supporter sa tête surdimensionnée. Quand il essayait de marcher, il vacillait comme un navire dans la tempête avant de s'écraser inévitablement au sol. La partie vraiment troublante n'était pas seulement ses limitations physiques. C'était de regarder un empire entier prétendre que c'était normal. La cour espagnole a créé un monde fantastique élaboré où les handicaps de Charles n'existaient pas. Ils engagèrent les serviteurs les plus robustes pour le tenir littéralement droit lors des apparitions publiques, leurs mains cachées sous des robes royales flottantes. Quand des ambassadeurs étrangers le visitaient, Charles était installé sur son trône des heures à l'avance, son corps fixé avec des sangles cachées pour l'empêcher de basculer. Mais voici où ça empire. La situation alimentaire était un cauchemar quotidien qui nécessitait une planification de niveau militaire. La déformation de la mâchoire de Charles, connue aujourd'hui sous le nom de prognatisme mandibulaire, était si sévère que ses dents ne se rencontraient pas. Il ne pouvait pas mordre. Il ne pouvait pas mâcher. La nourriture devait être coupée en minuscules morceaux et placée loin dans sa gorge, où il tentait d'avaler sans s'étouffer. L'appareil alimentaire royal était un témoignage du déni humain. Ils ont créé des cuillères en or spéciales, avec des manches allongées, pour atteindre au-delà de sa mâchoire proéminente. Les serviteurs passaient des heures à préparer de la nourriture prémâchée. Oui, d'autres personnes devaient mâcher la nourriture du roi d'Espagne pour lui. Lors des dîners d'État, pendant que les autres nobles festoyaient, Charles était assis, avec un bavoir, caché, sous de la dentelle royale. Les serviteurs essuyaient discrètement le filet constant de bave. Les peintres officiels de la cour étaient chargés de toujours le représenter, avec la bouche fermée, une impossibilité anatomique qu'ils réalisaient grâce à une licence artistique. Imaginez être un diplomate en visite, regardant la nourriture du roi d'Espagne couler le long de son menton pendant que tout le monde prétend que rien ne se passe. Mais attendez, ça devient encore plus troublant. Les crises qui avaient commencé dans l'enfance devenaient une caractéristique régulière de la vie de cour. Charles convulsait soudainement, son corps déjà compromis devenant rigide, de l'écume se mêlant à la bave toujours présente. La cour a développé un système de réponse rapide. Des serviteurs formés pour vider la pièce, des médecins en attente avec des sangles en cuir pour l'empêcher de se mordre la langue hypertrophiée. Ces épisodes pouvaient bien survenir n'importe où. Pendant les cérémonies religieuses, les réunions d'État, même son propre couronnement. Le registre officiel notait que le roi avait pris un moment pour une prière privée. La réalité était une urgence médicale que tout le monde convenait collectivement d'ignorer. L'impact psychologique sur les courtisans était dévastateur. Imaginez passer votre vie entière à prétendre que votre patron n'est pas catastrophiquement handicapé alors qu'il détient le pouvoir de vie et de mort sur vous. Les serviteurs, qui révélaient accidentellement du dégoût face à l'apparence de Charles, disparaissaient. Les nobles qui montraient trop de pitié se retrouvaient réaffectés dans des colonies lointaines. Une jeune duchesse, nouvelle à la cour, s'est évanouie en voyant Charles essayer de manger pour la première fois.
Elle fut immédiatement envoyée dans un couvent et ne fut plus jamais revue. Le message était clair. Reconnaître la réalité était de la trahison. Vous n'apprenez pas cela en cours d'histoire. Mais la cour espagnole est devenue une production théâtrale massive, où tout le monde était acteur, et rompre le personnage signifiait la destruction. La vie quotidienne au palais tournait autour de la gestion des handicaps de Charles, tout en maintenant la fiction de la normalité. Il programmait toutes les réunions importantes pour ses bons jours, lorsque les crises étaient moins fréquentes. Ils ont créé des salles du trône spéciales avec des structures de soutien cachées. Ils ont engagé des musiciens pour jouer fort pendant les repas, afin de couvrir les sons de ces tentatives laborieuses pour avaler. La blanchisserie du palais travaillait à plein régime pour gérer le flux constant de vêtements royaux souillés. Mais le détail le plus troublant, Charles était quelque peu conscient de son état. Les registres de la cour laissent entendre des moments de lucidité où il gesticulait frénétiquement, incapable d'articuler ses pensées à travers sa bouche mal formée, piégé dans un corps qui était sa propre prison. Imaginez si le président avait besoin de quelqu'un pour essuyer la bave de son menton toutes les 5 minutes pendant les discours sur l'état de l'Union. C'était la réalité quotidienne de Charles II. Sauf que tout le monde devait prétendre que cela n'arrivait pas. Twitter exploserait. Les chaînes d'information en feraient leur chou gras. Le 25e amendement serait invoqué en quelques heures. Mais dans l'Espagne des Habsbourg, cela a duré 39 ans. Un empire entier menait ses affaires pendant que leur roi, bavant sur son trône, incapable de parler clairement, de manger normalement ou de contrôler ses propres fonctions corporelles. L'empire espagnol, qui avait autrefois fait trembler le monde, était maintenant dirigé par un homme qui ne pouvait même pas trembler sans assistance. Vous penseriez que des handicaps physiques empêcheraient les perspectives de mariage. Mais la cour espagnole avait d'autres plans, des plans délirants et horrifiants. Marie-Louise d'Orléans avait 17 ans, belle et pleine de vie, jusqu'à ce qu'elle rencontre son futur mari, et que son corps rejette physiquement la réalité en s'effondrant. La princesse française avait grandi à Versailles, entourée de la gloire de la cour du roi Soleil. Elle était accomplie, intelligente, et avait été élevée avec des histoires de mariages royaux romantiques. Lorsque les négociations de mariage entre la France et l'Espagne ont commencé en 1679, elle s'imaginait comme une reine qui unirait deux grandes puissances. Personne ne l'avait préparée à la réalité de Charles II, la partie vraiment malsaine. Tout le monde impliqué savait exactement dans quoi il l'envoyait, mais la nécessité politique l'emportait sur la décence humaine élémentaire. La première rencontre fut organisée avec toute la pompe que la cour espagnole pouvait rassembler. Ils passèrent des semaines à préparer Charles, concevant des vêtements spéciaux pour cacher ses déformations, l'entraînant à rester immobile pendant de longues périodes, essayant même de lui apprendre quelques mots clairs de salutation. Marie-Louise arriva dans un carrosse doré, vêtue de la plus belle mode française, ses dames de compagnie gloussant à l'idée du mariage royal romantique à venir. Puis les portes de la salle du trône s'ouvrirent. Les témoins décrivirent ce qui se passa ensuite en langage soigneusement codé, mais la vérité était indéniable. La jeune princesse posa un regard sur son futur mari, et son corps s'effondra. Elle ne s'évanouit pas gracieusement comme dans les romans romantiques. Elle s'effondra complètement, son corps devenant rigide, nécessitant plusieurs médecins pour la réanimer. Quand Marie-Louise retrouva enfin conscience, elle se retrouva piégée dans un cauchemar que l'immunité diplomatique ne pouvait résoudre. Le contrat de mariage avait été signé. 2 nations avaient misé leur honneur sur cette union. Des guerres avaient été menées pour moins qu'un engagement royal rompu. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas.
Le pire n'était pas la cérémonie de mariage, où elle dut embrasser un homme dont la bouche ne pouvait se fermer. Ce n'était pas la nuit de noces, qui créa une toute nouvelle catégorie d'impossibilités. C'était la décennie de torture psychologique quotidienne qui suivit, regardant sa jeunesse et sa santé mentale s'écouler dans des pièces de palais garnies de soie. Les lettres que Marie-Louise tenta d'envoyer chez elle peignent un tableau d'une désespérance croissante. La plupart furent interceptées par les officiels espagnols, mais certaines survécurent, cachées dans des pochettes diplomatiques et des compartiments secrets. Elle écrivait qu'elle pleurait jusqu'à s'endormir chaque nuit. Elle décrivait l'horreur des dîners d'État, où elle devait s'asseoir à côté de Charles pendant que la nourriture coulait sur son menton. Elle suppliait son oncle, Louis XIV, de trouver une excuse pour la ramener chez elle. Mais le roi Soleil, qui était censé aimer sa nièce, valorisait l'alliance espagnole plus que sa santé mentale. Ses lettres devinrent de plus en plus frénétiques, puis de plus en plus désespérées, puis elles cessèrent complètement. L'adolescente vibrante qui avait enchanté Versailles devint un fantôme hantant les couloirs du palais espagnol. Le lit conjugal devint une affaire d'État qui atteignit des niveaux d'absurdité qui seraient comiques si ce n'était si tragique. La cour espagnole, désespérée d'avoir un héritier pour continuer leur lignée génétiquement décimée, soumettait Marie-Louise à des examens mensuels par des médecins qui déclaraient publiquement qu'elle était capable de concevoir. Le problème, que tout le monde connaissait, mais ne pouvait reconnaître, était que Charles était incapable d'accomplir ses devoirs conjugaux. Ses déformations physiques s'étendaient à tous les aspects de son corps. La cour essaya tout. Aphrodisiaque, prières de fertilité, même en faisant venir des instructeurs pour tenter d'enseigner l'inenseignable. Marie-Louise endura tout cela, sachant que son échec à produire un héritier était en quelque sorte de sa faute aux yeux de la cour. L'abus psychologique déguisé en protocole royal était implacable. Marie-Louise n'était jamais autorisée à être seule. Les dames d'honneur espagnoles, choisies pour leur loyauté envers la couronne plutôt que pour leur compassion, surveillaient chacun de ses mouvements. Elle rapportait ses crises de larmes, comme de l'hystérie féminine. Elle décrivait son refus de manger comme une délicatesse française. Quand elle suppliait de retourner en France pour une visite, elle diagnostiquait un attachement excessif à sa patrie. La partie vraiment troublante était le gaslighting. Tout le monde autour d'elle insistait sur le fait qu'elle était bénie d'être reine d'Espagne, mariée à un roi choisi par Dieu. Toute suggestion contraire était traitée comme une maladie mentale, ou pire, de la trahison. À 26 ans, Marie-Louise était morte. La cause officielle fut enregistrée comme une inflammation intestinale. Mais les circonstances étaient assez suspectes pour que, même des siècles plus tard, les historiens débattent si elle fut empoisonnée ou si elle avait simplement abandonné la vie. Ces derniers jours furent passés dans le délire, appelant ces dames françaises, suppliant de rentrer chez elles, refusant toute nourriture et boisson espagnole. Certains témoins affirment qu'elle disait être empoisonnée. D'autres insistaient sur le fait qu'elle avait finalement succombé à la mélancolie qui la tourmentait depuis son arrivée. Ce qui est indéniable, c'est qu'une jeune fille de 17 ans en bonne santé avait été détruite par une décennie à la cour espagnole. Sacrifiée pour maintenir la fiction que Charles II était un monarque fonctionnel, capable de produire un héritier. Aujourd'hui, cela serait reconnu comme un abus psychologique grave. Les organisations internationales des droits humains interviendraient. La princesse aurait accès à une thérapie, une représentation légale et des stratégies de sortie. En 1679, ils appelaient en cela le devoir royal et regardaient une adolescente se flétrir dans des prisons de soie. La cour française, qui l'avait envoyée à ce destin, pleura publiquement
tout en exprimant en privé un soulagement que la situation embarrassante se soit résolue d'elle-même. La cour espagnole commença immédiatement à chercher une autre épouse, car sûrement la prochaine jeune femme réussirait là où Marie-Louise avait échoué. L'impossibilité génétique pour Charles de produire un héritier était toujours moins acceptable que le coût humain de prétendre le contraire. Marie-Louise s'échappa par la mort. Mais la seconde épouse de Charles n'aurait pas cette chance. Pendant que Charles bavait sur son trône, un empire entier jouait la production théâtrale la plus élaborée de l'histoire, prétendant que leur roi était compétent. L'empire espagnol, qui s'étendait des Amériques aux Philippines, était gouverné par un homme qui ne pouvait pas gouverner sa propre salive. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La dissimulation nécessitait plus de ressources que la plupart des guerres réelles. Il devait gérer non seulement la propagande interne, mais aussi les relations internationales, les négociations commerciales et les commandements militaires. Tout cela, en maintenant la fiction, que la figure grotesquement handicapée sur le trône prenait des décisions. La campagne de propagande des portraits était un chef-d'œuvre de tromperie artistique. La cour espagnole engageait les meilleurs peintres d'Europe pour créer des images de Charles qui ne ressemblaient en rien à la réalité. Les portraits officiels montrent une figure sévère et royale avec une mâchoire forte et des yeux perçants. Le vrai Charles ne pouvait pas garder ses yeux concentrés dans la même direction, et sa mâchoire semblait vouloir s'échapper de son visage. Les artistes recevaient des instructions détaillées. Minimiser la mâchoire, redresser les yeux, ajouter de l'intelligence à l'expression. Un peintre qui tenta un portrait réaliste vit son atelier mystérieusement incendié. Le message était clair. La réalité était de la trahison. Ces portraits furent envoyés dans tous les coins de l'Empire, accrochés dans les bâtiments gouvernementaux, les églises et les maisons nobles, créant un mensonge visuel que tout le monde était tenu de croire. Les apparitions publiques nécessitaient une chorégraphie qui rendrait les productions cinématographiques modernes jalouses. Quand Charles devait apparaître devant ses sujets, la cour passait des semaines à préparer. Il concevait des itinéraires spéciaux qui minimisèrent la marche. Il construisait des plateformes cachées pour le maintenir à la bonne hauteur. Il plaçait des serviteurs à des points stratégiques pour le rattraper s'il tombait. Lors des processions du Corpus Christi, qui exigeaient que le roi marche à travers Madrid, ils créèrent un système de soutien mobile, caché sous ses robes, essentiellement un cadre de marche déguisé en vêtements religieux. La foule acclamait son roi, sans jamais savoir qu'elle regardait une marionnette, soutenue par des cordes invisibles. Mais attendez, ça empire. La gouvernance réelle de l'Empire était un jeu de coquilles d'une ampleur historique. Charles ne pouvait pas lire. Les dommages cérébraux rendaient la pensée complexe impossible. Il ne pouvait pas écrire. Son contrôle moteur était trop compromis. Il pouvait à peine parler intelligiblement. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, des décrets royaux continuaient d'être émis, des traités étaient signés et des ordres étaient donnés. Le Conseil d'État développa un système élaboré où il présentait des options à Charles qui pointaient ou grognaient au hasard, et ils interprétaient cela comme la volonté royale. Les ministres devinrent experts à lire du sens dans des gestes dénués de sens. Un filet de bave à gauche signifiait approuver. Une crise pendant une discussion signifiait reporter. L'Empire était littéralement dirigé par l'interprétation de fonctions corporelles involontaires. Les rapports secrets des ambassadeurs étrangers offrent une fenêtre horrifiante sur la réalité que tout le monde cachait désespérément. L'ambassadeur français écrivit que rencontrer Charles était comme converser avec un cadavre qui tressaille occasionnellement. L'envoyé anglais décrivit avoir vu Charles tenter de signer un traité,
sa main guidée par des ministres pendant qu'il fixait le vide. Le nonce papal rapporta que lors de leur audience, Charles s'était souillé, et personne ne l'avait reconnu, continuant la réunion comme si de rien n'était. Ces rapports, destinés uniquement à leur gouvernement d'origine, révèlent le théâtre grotesque qu'était devenu la diplomatie internationale. Pourtant, publiquement, ces mêmes ambassadeurs devaient prétendre qu'ils traitaient avec un monarque compétent. Le coût financier de maintenir cette illusion était colossal. Ils employaient des armées de serviteurs dont le seul travail était de gérer les apparitions de Charles. Ils payaient des fortunes aux artistes pour des portraits faux. Ils soudoyaient des observateurs étrangers pour rédiger des rapports flatteurs. Ils finançaient des cérémonies élaborées pour détourner l'attention de la réalité de leur roi handicapé. Pendant ce temps, l'empire réel s'effondrait. Des territoires étaient là perdus, parce que les commandements militaires prenaient des mois à être approuvés par un roi qui ne comprenait pas ce qu'était la guerre. Les accords commerciaux favorisaient les puissances étrangères, parce que les négociations nécessitaient un monarque mentalement présent. Le trésor espagnol, autrefois le plus riche du monde, était vidé pour maintenir un mensonge que tout le monde connaissait, mais que personne ne pouvait reconnaître. La structure gouvernementale évolua en quelque chose d'inédit, une bureaucratie conçue entièrement autour d'un chef d'État non fonctionnel. Les ministres développèrent leur propre gouvernement parallèle, prenant des décisions au nom du roi, pendant que Charles était assis dans ses appartements, jouant avec des jouets spécialement conçus pour ses capacités motrices limitées. Ils créèrent des traces écrites élaborées pour justifier leurs actions, falsifiant des signatures royales, inventant des conversations fictives avec le roi. Les archives d'État de cette période sont essentiellement des exercices d'écriture créative, documentant des réunions qui n'ont jamais eu lieu, des décisions qui n'ont jamais été prises, une sagesse qui n'a jamais été prononcée. L'ensemble du gouvernement espagnol était devenu une opération de falsification élaborée. Imaginez si les deepfakes existaient dans les années 1780. C'est essentiellement ce que l'Espagne faisait avec des peintures et des apparitions soigneusement gérées. Aujourd'hui, nous appellerions cela une crise constitutionnelle. Les médias exigeraient de la transparence. Les experts médicaux insisteraient sur des tests cognitifs. L'opposition appellerait à une abdication immédiate. Mais dans l'Espagne de Charles II, l'opposition disparaissait dans des cachots, les médias étaient des proclamations royales, et les experts médicaux qui disaient la vérité se retrouvaient à pratiquer la médecine en exil. Un empire qui avait autrefois régné sur la moitié du monde était maintenant gouverné par l'illusion collective que leur roi bavant, sujet aux crises et mentalement absent, était le représentant choisi par Dieu sur terre. Mais tous les spectacles de marionnettes doivent de se terminer, et l'acte final de Charles serait sa performance la plus grotesque. Quand Charles II mourut enfin à 39 ans, les médecins royaux ouvrirent leur roi et découvrirent un corps qui n'aurait pas dû survivre à la naissance, encore moins 4 décennies. L'autopsie commença à minuit, le 1er novembre 1700, menée à la lueur des chandelles dans les entrailles du palais royal. Les médecins, qui avaient passé des décennies à mentir sur la santé de Charles, étaient enfin libres de documenter la vérité. Ce qu'ils trouvèrent défiait la compréhension médicale, même selon les normes d'une époque qui croyait en la théorie des humeurs. Le docteur Galen, le médecin principal, écrivit plus tard qu'il n'avait jamais vu un corps humain aussi totalement corrompu par la nature. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas et disent pas. Le rapport d'autopsie était si troublant qu'il fut immédiatement classifié, caché dans les archives du Vatican pendant des siècles. Dès l'instant où ils ouvrirent la poitrine de Charles, les médecins surent qu'ils assistaient à quelque chose d'inédit. Son cœur, qui aurait dû avoir la taille d'un poing, n'était pas plus grand qu'un grain de poivre,
une chose ratatinée et noircie qui ressemblait plus à une figue séchée qu'à un organe vital. La partie vraiment troublante était qu'il pompait encore du sang jusqu'à quelques instants avant sa mort. Le sang lui-même était une autre impossibilité. Au lieu d'un fluide normal, ils trouvèrent une substance épaisse comme de la cire fondue, noire et visqueuse, se déplaçant dans ses veines comme du sirop. Un médecin se coupa accidentellement pendant l'examen et rapporta que le sang de Charles brûlait sa peau. Une analyse moderne suggère que son sang était si rempli de toxines dues à une défaillance organique qu'il était devenu caustique. L'examen de son cerveau révéla pourquoi Charles avait été mentalement absent toute sa vie. Au lieu de tissu cérébral normal, ils trouvèrent une masse qu'ils décrivirent comme du pain détrempé. Il n'y avait presque pas de liquide cérébral. Son crâne était rempli d'une substance grise et pâteuse qui se désintégrait au toucher. Les médecins notèrent avec une horreur clinique qu'il y avait des sections calcifiées partout, comme si des parties de son cerveau s'étaient transformées en pierre alors qu'il était encore vivant. Sa glande pituitaire, responsable de la production d'hormones, était complètement absente. La partie vraiment malsaine, cela expliquait pourquoi Charles n'avait jamais traversé une puberté normale, pourquoi son corps restait enfantin, malgré ses 39 ans. Mais attendez, ça empire. Ses intestins pourrissaient alors qu'il était encore vivant. Les médecins trouvèrent des sections de tissu gangreneux dans tout son système digestif. Son estomac était plein de nourriture non digérée, provenant de repas pris des jours avant sa mort. Son corps avait perdu la capacité de traiter les nutriments. Son foie était 4 fois plus grand que la normale, mais avait la consistance d'un pudding. Ses reins étaient ratatinés à la taille de haricots. Sa rate s'était apparemment liquéfiée des années plus tôt. Ils ne trouvèrent qu'une cavité là où elle aurait dû être. L'odeur était si écrasante que même les médecins habitués à la mort durent quitter la pièce à plusieurs reprises. L'un écrivit que c'était comme si l'enfer lui-même avait pris résidence dans son corps. L'examen du squelette révéla l'ampleur totale de sa catastrophe génétique. Sa colonne vertébrale était tordue en 3 endroits, expliquant son incapacité à se tenir droit. Ses articulations de hanche étaient mal formées, essentiellement déconnectées de leur cavité. Il avait marché sur des hanches disloquées toute sa vie. Sa célèbre mâchoire des Habsbourg n'était pas seulement prononcée, elle était grotesque. La mâchoire inférieure s'étendait sur 4 pouces au-delà de la supérieure, mais la découverte la plus troublante était dans son crâne même. L'os était fin comme du papier par endroits, si fragile qu'il s'effritait au toucher. Il y avait des trous où l'os ne s'était jamais correctement formé. Son crâne s'était essentiellement dissous alors qu'il était vivant, ce qui expliquait les maux de tête constants et les crises qui tourmentaient son existence. Les notes finales des médecins ressemblaient de plus à de l'horreur surnaturelle qu'à de la documentation médicale. Ils trouvèrent des organes qui n'auraient pas dû exister, des lobes supplémentaires sur ses poumons, des chambres supplémentaires dans son cœur qui n'avaient aucun but, des formations de tissus qu'ils ne pouvaient identifier. Ces organes reproducteurs furent décrits comme entièrement infantiles et incapables de fonctionner. Ses testicules étaient noirs et durs comme des pierres. Les médecins conclurent que Charles avait été plus cadavre qu'humain toute sa vie, maintenu en vie par ce qu'ils ne pouvaient décrire que comme des forces diaboliques. Rappelez-vous, c'étaient des hommes de science, formés dans les meilleures écoles médicales d'Europe. Leur conclusion était que l'existence de Charles II défiait les lois naturelles. La science médicale moderne confirme ce que ces médecins ont découvert. Charles II était plus génétiquement compromis que les souris de laboratoire spécifiquement élevées pour la recherche génétique. Son coefficient de consanguinité de 0,254
était supérieur à celui des enfants issus d'un inceste entre frères et sœurs. Il avait 2 copies de plusieurs gènes récessifs létaux. Il souffrait d'une carence combinée en hormones pituitaires, d'une acidose tubulaire rénale distale et d'un prognatisme mandibulaire si sévère qu'il empêchait toute fonction normale. Mais voici la partie vraiment troublante. Il a vécu avec tout cela pendant 39 ans. Son existence était une impossibilité médicale. Un témoignage de jusqu'où le corps humain peut être poussé par la destruction génétique avant de finalement se rendre. Le rapport d'autopsie était si incendiaire que la couronne espagnole le supprima immédiatement. Ils ne pouvaient pas laisser le monde savoir qu'ils avaient été gouvernés par ce qui était essentiellement une expérience médicale ratée. Les copies furent détruites, les témoins réduits au silence, et la cause officielle de la mort fut enregistrée comme épuisement dû à la gouvernance. Mais certains médecins gardèrent des notes privées, cachées dans des archives familiales, attendant un moment où la vérité pourrait être dite. Ces notes, découvertes des siècles plus tard, révèlent dans le détail final grotesque. Alors qu'ils retirèrent les organes de Charles pour l'enterrement, son corps s'effondra littéralement, comme s'il avait attendu la permission de cesser enfin de prétendre être humain. Mais la mort de Charles n'était pas une fin. C'était le début du conflit le plus sanglant d'Europe. À l'instant où le cœur déformé de Charles s'arrêta enfin, des centaines de milliers d'Européens commencèrent à marcher vers leur mort. Tout cela parce qu'une famille ne pouvait pas arrêter de s'auto-marier. Charles mourut sans héritier, parce que bien sûr, il le fit. Son corps était incapable de se reproduire. Ses mariages étaient un théâtre cruel, et tout le monde le savait. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. L'absence d'héritier n'était pas seulement une crise de succession. C'était l'étincelle qui alluma une poudrière continentale qui s'était accumulée pendant des décennies. La guerre de succession d'Espagne tuerait plus de personnes que tout conflit européen avant les guerres napoléoniennes. Et tout cela remontait au refus des Habsbourg de se marier en dehors de leur patrimoine génétique. La crise de succession fut immédiate et catastrophique. Charles, dans l'un de ses rares moments semi-lucides, avait nommé Philippe d'Anjou, petit-fils de Louis XIV de France, comme son héritier. Cette décision, probablement prise en pointant un portrait tout en bavant, plaça soudainement l'Empire espagnol entre les mains de la France, et le reste de l'Europe perdit collectivement la tête. L'Angleterre, l'Autriche, la République hollandaise, le Portugal et la plupart des États allemands déclarèrent immédiatement cela inacceptable. L'idée que la France contrôle l'immense empire espagnol était assez terrifiante pour unir des ennemis naturels. Dans les mois suivant la mort de Charles, l'Europe se mobilisait pour la guerre. La partie vraiment malsaine. Tout le monde se battait pour l'héritage d'un homme dont la destruction génétique était causée par des disputes d'héritage antérieurs. L'échelle de la guerre était sans précédent. Plus de 400 000 soldats mourraient dans des batailles allant de l'Espagne à la Bavière, de l'Italie aux Pays-Bas. La bataille de Malplaquet, à elle seule, tua 30 000 hommes en une seule journée, plus que la plupart des guerres médiévales en un an. Des villes furent assiégées et affamées jusqu'à la soumission. Des régions entières furent dévastées par des armées vivant de la terre. Les Pays-Bas espagnols devinrent un charnier. Le nord de l'Italie fut dépouillé. Voici où ça devient vraiment troublant. Les morts civiles, dues à la maladie, à la famine et au massacre, poussèrent le nombre total de morts à plus d'1 million. C'est 1 million de personnes mortes, parce que les Habsbourg préféraient épouser leurs nièces plutôt que de trouver des épouses convenables dans d'autres maisons royales. Le coût financier était tout aussi colossal. La dette nationale de l'Angleterre quadrupla. La France dépensa tellement qu'elle prépara le terrain pour sa propre révolution
des décennies plus tard. L'Espagne, déjà économiquement épuisée par le maintien de la fiction de la règle de Charles, se ruina essentiellement en se battant pour son héritage. La République hollandaise ne retrouva jamais sa position économique dominante. Les petits États furent simplement absorbés ou détruits. L'économie mondiale, telle qu'elle existait en 1700, fut brisée. Les routes commerciales furent perturbées, les colonies changèrent de main et des industries entières furent détruites. Tout cela parce qu'un homme génétiquement détruit mourut sans héritier que son corps n'aurait jamais pu produire. Mais attendez, ça empire. Mais la guerre transforma la politique européenne pour toujours. La paix d'Utrecht en 1713 ne mit pas seulement fin à la guerre. Elle découpa l'Empire espagnol, comme les médecins de Charles avaient découpé son corps impossible. L'Espagne perdit ses possessions italiennes, ses territoires des Pays-Bas, Gibraltar et des droits coloniaux significatifs. L'empire que Charles V avait construit par des mariages stratégiques fut détruit par les conséquences génétiques de ces mêmes politiques maritales. La France fut épuisée et humiliée malgré sa victoire technique. L'Autriche gagna des territoires mais perdit de l'influence. L'Angleterre émergea comme la puissance navale dominante, préparant le terrain pour son propre empire. Le principe de l'équilibre des puissances qui dominerait la politique européenne pendant 2 siècles naquit des cendres du suicide génétique des Habsbourg. Les histoires humaines derrière les statistiques sont encore plus horrifiantes. Des générations entières de jeunes hommes furent détruites. Des villages à travers l'Europe perdirent tous les hommes entre 16 et 40 ans. Le siège de Barcelone vit des civils manger des rats, du cuir et finalement les uns les autres. Les tactiques de terre brûlée en Bavière laissèrent des centaines de milliers de réfugiés affamés en hiver. La maladie suivait les armées. Le typhus, la dysenterie et la peste tuaient plus que les balles. Les femmes et les enfants furent laissés à survivre dans des paysages dévastés. Le tissu social de l'Europe fut déchiré. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les observateurs contemporains comprenaient le lien. Les pamphlets de l'époque blâmaient explicitement la malédiction de la consanguinité pour la catastrophe. La guerre était vue comme une punition divine pour les mariages contre nature des Habsbourg. Les effets d'onde se prolongèrent pendant des siècles. La guerre de succession d'Espagne redessina la carte de l'Europe, établit de nouvelles dynasties et créa des griefs qui alimenteraient de futurs conflits. Elle démontra qu'un échec génétique au sommet pouvait détruire des civilisations entières. La dynastie des Bourbons, qui remplaça les Habsbourg en Espagne, institua immédiatement des règles contre les mariages rapprochés. D'autres maisons royales européennes révisèrent discrètement leur politique de mariage. L'ère des mariages royaux oncle-nièce prit effectivement fin avec l'autopsie de Charles II. Mais le mal était fait. 1 million de personnes étaient mortes. Les économies étaient brisées, et l'Empire espagnol ne retrouva jamais sa gloire d'antan. Tout cela parce qu'une famille pensait que son sang était trop pur pour être dilué avec des étrangers. Imaginez si le refus d'une famille d'utiliser Tinder menait à la Troisième Guerre mondiale. C'est essentiellement ce que la consanguinité des Habsbourg accomplit. Aujourd'hui, nous avons le conseil génétique, des lois contre l'inceste et une compréhension biologique de base. Nous regardons le passé et nous demandons comment il pouvait être aussi stupide, mais la vérité est plus troublante. Ils savaient. Les Habsbourg savaient que les mariages rapprochés produisèrent des enfants endommagés. Ils voyaient l'épreuve à chaque génération. Ils choisirent le pouvoir plutôt que la biologie, la politique plutôt que la santé, la pureté dynastique plutôt que la décence humaine. Charles II n'était pas un accident.
Il était le résultat inévitable de siècles de choix délibérés. Son corps détruit déclencha une guerre qui redessina le monde. Tout cela parce que ses ancêtres croyaient que leur sang était trop spécial pour être partagé. L'Empire espagnol, qui revendiquait autrefois que le soleil ne se couchait jamais sur ses territoires, s'était suicidé génétiquement et entraîna une grande partie de l'Europe avec lui. Le soleil s'était enfin couché, et il s'était couché dans une mare de sang tirée par l'épée de l'inéluctabilité biologique. Nous avons commencé ce voyage avec une question simple. Que se passe-t-il lorsque le pouvoir s'unit littéralement à lui-même? Maintenant, vous connaissez la réponse, et elle est plus horrifiante que n'importe quelle fiction ne pourrait le capturer. Charles II d'Espagne n'était pas seulement une curiosité médicale ou une note de bas de page historique. Il était l'incarnation vivante de ce qui se passe lorsque l'arrogance humaine défie les lois fondamentales de la biologie. Son cœur de la taille d'un grain de poivre, son cerveau liquéfié, son corps qui défiait toute explication médicale. Ce n'était pas des tragédies aléatoires. C'était le résultat mathématiquement inévitable de générations de Habsbourg, traitant le mariage comme une fusion d'entreprises où les seuls actionnaires étaient eux-mêmes. Mais voici ce qui devrait vraiment vous empêcher de dormir la nuit. Ce n'était pas une histoire ancienne ou une ignorance médiévale. Les Habsbourg avaient accès à la meilleure éducation, aux meilleurs médecins, et à des siècles de preuves que leur mariage produisait des monstres. Ils savaient, chaque oncle qui épousait sa nièce, chaque cousin germain qui se mariait avec un autre cousin germain, ils savaient tous qu'ils lancèrent des dés génétiques pipés contre leurs enfants. Ils l'ont fait quand même. Ils ont priorisé le pouvoir sur l'humanité, la dynastie sur la décence, et ont créé un roi si génétiquement détruit que son existence a réécrit les manuels médicaux. La partie vraiment malsaine. Ils ont fait en sorte qu'un empire entier prétende que c'était normal. Pensez à votre pire réunion de famille, les conversations gênantes, l'oncle bizarre, le cousin qui ne cesse de parler de crypto-monnaie. Maintenant, imaginez si vous étiez légalement tenu d'épouser ce cousin et que vos enfants seraient pas légalement tenus d'épouser leur cousin, et ainsi de suite, jusqu'à ce que votre arbre généalogique ressemble à un poteau téléphonique familial. C'est ce que les Habsbourg se sont fait à eux-mêmes, volontairement, systématiquement, pendant des siècles. Ils ont transformé la diversité génétique en dévastation génétique, et la facture est arrivée sous la forme de Charles II, un homme dont l'existence même était une offense à la nature. Le monde moderne aime penser que nous sommes au-delà de telles horreurs. Nous avons le conseil génétique, des lois contre l'inceste et une compréhension biologique de base. Mais la leçon de Charles II ne concerne pas seulement la génétique. Il s'agit de ce qui se passe lorsque le pouvoir s'isole de la réalité. La cour espagnole a créé un univers alternatif entier, où le roi bavant, sujet aux crises, mentalement absent, était compétent. Ils ont dépensé des fortunes pour maintenir le mensonge. Ils ont détruit quiconque reconnaissait la vérité. Ils ont livré une guerre continentale, plutôt que d'admettre que leur monarque de droit divin était une impossibilité médicale. Cela vous semble familier? Les mécanismes peuvent être différents, mais la capacité humaine à la délusion collective au service du pouvoir reste inchangée. Alors, la prochaine fois que vous vous plaindrez de votre héritage génétique, peut-être que vous êtes noir parce que vous êtes trop petit, peut-être que vous perdez vos cheveux, peut-être que vous ne pouvez pas digérer le lactose, prenez un moment pour être reconnaissant. Soyez reconnaissant que vos parents ne soient pas frères et sœurs. Soyez reconnaissant que votre cœur soit plus grand qu'un grain de poivre. Soyez reconnaissant que vous puissiez mâcher votre propre nourriture, marcher sans assistance et exister sans qu'un empire entier prétende que vous êtes normal. Soyez reconnaissant
que votre arbre généalogique ait des branches au lieu d'être une ligne droite. Charles II a passé 39 ans piégé dans un corps qui se rebellait activement contre sa propre existence, tout cela parce que ses ancêtres pensaient que leur sang était trop pur pour se mélanger avec des roturiers. L'Empire espagnol, qui régnait autrefois sur la moitié du monde, s'est détruit de l'intérieur, non pas par une défaite militaire ou un effondrement économique, mais par un suicide génétique systématique. Ils se sont littéralement éteints, par consanguinité, entraînant des millions de personnes avec eux lorsque la crise de succession inévitable a déclenché une guerre continentale. C'est un rappel que la biologie ne se soucie pas de vos titres, de votre richesse ou de votre droit divin à régner. L'ADN est démocratique. Il détruira les rois aussi efficacement qu'il détruira les paysans si vous lui en donnez l'occasion. Les Habsbourg lui ont donné toutes les chances, et Charles II en fut le résultat. Aujourd'hui, Charles II existe comme un avertissement de l'histoire, un rappel grotesque de ce qui se passe lorsque l'arrogance humaine rencontre la réalité biologique. Son portrait est accroché dans les musées, la version peinte mensongère montrant un roi normal, plutôt que la catastrophe génétique bavant qu'il était. Les touristes passent devant regardant l'une des plus grandes dissimulations de l'histoire. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Vous savez pour les mariages oncle-nièce, le cœur de la taille d'un grain de poivre, l'illusion à l'échelle de l'Empire et le million de personnes mortes parce qu'une famille ne pouvait pas arrêter de s'auto-marier. Vous savez ce que votre professeur d'histoire ne vous a pas dit, que parfois la force la plus destructrice de l'histoire humaine n'est pas la guerre, la peste ou une catastrophe naturelle. Parfois, c'est juste le pouvoir qui refuse de se regarder dans le miroir. Si cette histoire vous a troublé, tant mieux, elle le devrait. Si elle vous a rendu reconnaissant pour vos gènes normaux, encore mieux. Et si elle vous a fait réfléchir à la manière dont les structures de pouvoir modernes maintiennent leurs propres illusions, alors vous avez appris la véritable leçon de Charles II. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime, et le schéma de rime du pouvoir qui se protège à tout prix reste désespérément constant. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage à travers l'un des chapitres les plus troublants de l'histoire. Aimez et abonnez-vous si vous voulez plus d'histoire sur la manière dont le pouvoir corrompt non seulement absolument, mais génétiquement. Et rappelez-vous, votre famille d'Isard est normale, comparée aux Habsbourg.